Et dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, on va s'intéresser aux crypto-actifs et notamment au Bitcoin. Quelle stratégie pour le Bitcoin? Je vous propose de revoir l'interview de Yves Choueifati. Il était notre invité la semaine dernière, le président de Tobam, et on lui a posé cette question justement, où va aller le Bitcoin? Il rappelait justement que Tobam est précurseur justement sur ces crypto-actifs. On l'écoute tout de suite. Alors on a commencé à s'intéresser au Bitcoin en 2013, on a lancé le fonds en 2017. Tobam, ça veut dire Think Out of the Box Asset Management. Ouais. Et il fallait penser en dehors de donc l'idée de des Tobam, chemins battus, parce qu'en 2013, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait le Bitcoin. En 2013, c'était un gadget. Honnêtement, on s'est intéressé aux gadgets comme quand on était ado, qu'on démontait les postes de radio pour comprendre comment ça marchait, pour essayer de comprendre. En 2013, je me suis aperçu qu'on était 4 dans la boîte à s'intéresser au Bitcoin. Mais comme un gadget, les bots, on est des matheux, et on s'intéresse à ça mathématiquement. C'est seulement en 2016 qu'on a compris que ce truc-là, en fait, c'était pas un gadget, et qu'on a décidé d'implémenter un pari en 2016. Et on a nommé ce pari, on l'a décrit par une phrase, et la phrase, c'est: un jour ou l'autre, les plus gros gérants de fonds du monde lanceront des fonds en Bitcoin pour leurs clients. Ça, on l'a écrit dès 2016. Donc ça paraissait complètement farfelu il y a près de 10 ans. Maintenant, c'est le cas aujourd'hui avec un engouement extraordinaire pour ce cryptoactif qui est la plus grande monnaie virtuelle du monde. Alors, je dis monnaie, c'est un token, on pourrait ergoter bien sûr, mais en tout cas voilà, c'est devenu un actif, c'est même un actif de diversification. On dit souvent que c'est l'or numérique. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition? Une réserve de valeur. Voilà, en fait, l'économie, c'est de la confiance. Quand vous achetez une bouteille d'eau de chez l'épicier, vous espérez que c'est vraiment une bouteille d'eau, et lui, il espère que l'argent que vous lui donnez, c'est du vrai argent. Toute transaction, elle repose sur la confiance. Et pour que l'édifice de la confiance soit solide, il y a besoin d'une clé de voûte de la confiance. Et pendant des millénaires, la clé de voûte de la confiance, c'était l'or. Si je vous disais à l'époque, j'ai 5 lingots d'or, vous me faisiez confiance. Ensuite, on s'est aperçu que l'or, il y avait des problèmes. Un des plus grands problèmes de l'or, c'est qu'il n'est pas auditable. Aujourd'hui, si je vous dis j'ai 5 lingots d'or, c'est un acte de foi que de me croire. La seule manière d'auditer mon stock d'or, c'est de le faire fondre. Il n'y a pas d'autre méthode. D'accord. L'or a été remplacé comme clé de voûte du système de la confiance par le dollar. Si je vous disais, il y a quelques années, j'ai 3 millions de dollars, vous me faisiez confiance. Aujourd'hui, un nombre croissant d'observateurs ont l'impression que l'intérêt objectif des États-Unis d'Amérique, c'est de dévaluer le dollar. Quand on est assis sur des quantités gigantesques de dettes, quand on a des problèmes de productivité partout, en fait, si on regarde les choses objectivement, on peut penser qu'on a intérêt à dévaluer sa monnaie. Quand le président lui-même annonce qu'il veut dévaluer le dollar, c'est là qu'on peut... Et la perspective d'une dévaluation, c'est pas compatible avec le statut de clé de voûte du système de la confiance. Et je pense qu'en fait, l'intérêt des États-Unis, c'est de faire en sorte que le dollar ne soit plus le clé de voûte de la confiance, parce que c'est très coûteux pour les États-Unis, en fait. Et en fait, ils sont en train, de manière plus ou moins publique, de s'emparer de ce qui pourrait devenir la future clé de voûte du système de la confiance, du Bitcoin. Aujourd'hui, ils abandonneraient ce qu'on appelle le privilège exorbitant, le billet vert, qui est quand même la monnaie de référence. Ils ne l'abandonneraient pas, mais ils le dévalueraient. Le dollar, il restera en cours. Les États-Unis honoreront leurs dettes. Comment ils honoreront leurs dettes? En imprimant des dollars. Et en fait, un prix Nobel d'économie a défini l'inflation de manière originale, Milton Friedman. Il a dit l'inflation, c'est pas la hausse de valeur des choses. Une pomme, aujourd'hui, ça vaut pas plus cher qu'une pomme il y a 20 ans. Ça n'a pas plus de valeur. Par contre, quand vous regardez son prix en euros a beaucoup augmenté. C'est pas la valeur de la pomme qui a augmenté. C'est la valeur des euros qui a diminué. C'est la valeur du dollar qui a diminué. Vous savez, en 1694, il y a un groupe de businessmen à Londres qui se sont réunis et qui ont dit on va créer une boîte, une entreprise. Cette entreprise, elle va lever du capital pour acheter de l'or. Et ils ont décidé de nommer cette entreprise la Banque d'Angleterre, Bank of England. En 1800, il y a un homme d'État français
qui était premier consul, qui était Napoléon Bonaparte. Il a réuni les 100 familles les plus riches de France. Il leur a dit, on va faire comme les Anglais. On va lever du capital et acheter de l'or. Et on va appeler cette boîte la Banque de France. Et pendant 150 ans, ces boîtes étaient privées. Et effectivement, si le Bitcoin est destiné à devenir cet outil ultime de la confiance, c'est intéressant de l'accumuler dans le bilan d'entreprise, de l'accumuler dans le bilan d'institutions ou de particuliers. On a déjà des sociétés qui ont cette pratique, qui lèvent des capitaux extraordinaires, en milliards de dollars pour acheter des réserves, cette nouvelle, alors ce Bitcoin, des réserves, et comme ça monte en fait, du coup la société progresse comme ça. Alors bien sûr il y a des à-coups parce qu'il faut rappeler il y a de la volatilité. Ouais. Le Bitcoin c'est quelque chose de très volatile, de très risqué. Surtout sur le court terme. Et effectivement, le cours de ces actions, il monte énormément et de temps en temps, il baisse beaucoup aussi. Alors, vous avez parlé de privatisation de ce Bitcoin par les États-Unis. C'est une stratégie, comment vous décryptez, pourquoi vous analysez cette stratégie comme ça? Alors, à part ces grosses boîtes, justement, qui achètent énormément de Bitcoin, en plus, il n'y en a plus tant que ça. On rappelle, c'est un stock fini de 21 millions. Il y en a quelques millions qui sont déjà évaporés ou perdus sur certaines clés qui ont été oubliées ou détériorées. On peut dire que finalement... Il y a 21 millions de Bitcoin et il y a à peu près 100 millions de millionnaires sur la planète. Si tous les millionnaires veulent du Bitcoin, il va falloir qu'ils se battent. Et sur quel terrain ils vont se battre? Sur le terrain du prix. C'est ça qui fait l'appréciation du Bitcoin. Les entités qui accumulent du Bitcoin, c'est des individus. Baudouin et Bouille, c'était seulement des individus. Et ensuite, ça a été des institutions, surtout américaines et surtout asiatiques et du Moyen-Orient. Les Européens... Une fois de plus, c'est pas qu'ils y croient pas, c'est qu'ils sont en retard sur tout, donc ils sont en retard sur ça aussi. Ils ont des grands principes, ils manquent de pragmatisme, ils se posent pas la question de savoir si ça marche ou ça marche pas, et ils prétendent savoir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Ça, malheureusement, en économie, c'est pas très efficace. Alors justement, quels seraient les impacts géopolitiques si le Bitcoin devenait effectivement une clé de voûte de la confiance mondiale? En fait, s'il y a un acteur qui a intérêt à ce que ça ne change pas trop géopolitiquement, c'est bien les États-Unis. Et pour ne pas changer, il faut changer. C'est souvent comme ça dans la vie. C'est-à-dire pour garder il faut évoluer. Pour quelque part, les États-Unis, c'est un pays qui, de facto, domine le monde de la finance. Toutes les grandes banques sont américaines. Qui domine complètement Internet, qui domine le monde de la tech, qui domine l'IA de manière énorme. Et qui vont s'arranger, pas de manière forcément très calculée, mais peut-être de manière calculée aussi, pour s'approprier le prochain étalon de la confiance. Aujourd'hui, à peu près 65% des stocks identifiés de Bitcoin appartiennent à des acteurs américains, pas à l'État américain. Je parle pas. Vous savez, la Banque de France, c'était une institution privée jusqu'en 1945. La Banque d'Angleterre, c'est une institution privée jusqu'en 1946. La fédérale elle-même, la Federal Reserve, n'a pas un actionnariat étatique. Il y a beaucoup de théoriciens, dont le plus grand des théoriciens, Friedrich Hayek, qui dit que la Banque centrale doit être une entité privée. Elle doit être exposée à la concurrence. Parce que dès lors que vous donnez le monopole de l'émission monétaire à quelqu'un, ce quelqu'un, il va en abuser. C'est pour ça que l'euro, malheureusement, du point de vue de sa seule mission, est un échec. La seule mission de l'euro, c'était de préserver sa valeur. Oui. La valeur de l'euro, elle a énormément baissé quand elle est mesurée en bien réel. Et c'est ça le problème des fiat, c'est que les États se sont accaparés l'émission monétaire, et comme il n'y a pas d'acteurs économiques plus court-termistes que le politique, c'était voué à l'échec, et c'est ce qu'a écrit brillamment dans son livre Friedrich Hayek, le livre qui s'appelle « Pour une vraie concurrence des monnaies ». Est-ce qu'une monnaie décentralisée, totalement décentralisée, comme le Bitcoin, elle peut remplacer le rôle du dollar dans une économie globalisée? L'ancêtre du dollar était décentralisé. L'or, c'est quelque chose de décentralisé. Il n'y a pas un conseil d'administration qui décide de la quantité d'or qui existe, qui décide de brusquement miner plein d'or, puis brusquement de miner moins d'or. La monnaie, c'est un étalon. La monnaie, ça sert à quoi, la monnaie? Ça sert à stocker le travail. Si on vient le matin contre un salaire,
C'est tout bien qu'on a stacké notre travail contre du salaire, dans l'espoir qu'avec ce salaire, on pourra acheter le travail de quelqu'un d'autre. Donc c'est très important de stocker la valeur. Et l'échec du projet euro, dans sa seule mission, la seule mission de l'euro. Rappelez-vous, il y a eu un conflit entre l'Allemagne et la France à la création de l'euro. L'Allemagne voulait une seule mission, c'était la préservation de la valeur. La France voulait 2 missions, la préservation de la valeur et la stabilité financière. De juré, les Allemands ont gagné, mais de facto, malheureusement, les Français ont remporté le morceau et aujourd'hui, l'euro et la chute de l'euro est inscrite. C'est évident que le système fiat va être remplacé par un autre. On traduit par contre fiat parce que ça parle. Les monnaies décrétées. Les monnaies décrétées. Les monnaies qui n'ont pas de valeur intrinsèque, mais qui brusquement ont été décrétées du fait de la loi. J'ai une dernière question, et je suis fatigué, vous qui connaissez donc cette technologie blockchain et en particulier Bitcoin depuis pratiquement son origine. Vous êtes peut-être Bitcoin maximaliste. Est-ce qu'on peut mettre un prix sur le Bitcoin, voilà, si on imagine à 2, 3 ans, 5 ans, qui effectivement ait un rôle prépondérant dans notre économie? En fait, ça revient à répondre à une autre question. C'est quoi le prix d'une pomme dans 10 ans? Moi, je vous dis que le prix d'une pomme dans 10 ans, quand elle sera libellée en euros, ce sera 10 fois plus cher. Et le Bitcoin, il va suivre. C'est pas tellement le Bitcoin qui va s'apprécier, c'est pas seulement le Bitcoin qui va s'apprécier, c'est les fiat. Et du fait de leur abondance accrue, quand quelque chose est de plus en plus abondant, il perd de la valeur. Et comme l'impression monétaire n'est pas prête de se calmer, le Bitcoin vaudra plusieurs millions de dollars dans un horizon assez longtemps. Bitcoin pour payer. Oui, bien sûr. Donc un Bitcoin est déjà décomposable en 100 millions de Satoshi, de même qu'un euro est décomposable en 100 cents. Chaque Bitcoin, vous pouvez le couper en 100 millions de petites parties qui s'appellent des Satoshi. Et effectivement, l'objectif à terme, ce ne sera pas de posséder un Bitcoin, parce que comme je vous dis, il n'y en a que 21 millions. Ce ne sera pas possible. Ce ne sera pas possible. Par contre, des Satoshi, il y en a beaucoup. Et ce sera plus aisé de s'approprier un certain nombre de Satoshi que de s'approprier des Bitcoins. Voilà, c'était Yves Chouefati, le président de Tobam. Peut-être demain, on parlera plus de Bitcoin, mais de Satoshi, puisque le Bitcoin vaudra des sommes astronomiques. En tout cas, c'est tant mieux pour tous ceux qui croient dans cette technologie et ces crypto-actifs. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur les marchés. Merci de nous avoir suivis dans cette édition de Smart Bourse. On se retrouve demain à la même heure, 17h, 18h en direct. Et d'ici là, n'hésitez pas à nous réécouter, nous revoir en replay sur YouTube, sur Twitch ou à nous noter sur les plateformes de streaming en podcast. Très bonne soirée à tous, à demain.